Parle afin que je te voie, dit un proverbe allemand. Un jour, à la télévision française, Jacques Chancel me posa la question piège. Êtes-vous prêt à parler avec tout le monde? Oui. Et Hitler? Si Hitler vous avait proposé une rencontre, l'auriez-vous accepté? Je n'aurais pas hésité une seconde. Mais justement, Hitler aurait préféré, plutôt que de m'inviter, me voir sous forme d'une petite savonnette. Je demeure persuadé que, face à un individu qui me veut du mal, je l'emporterai toujours s'il pose son arme et accepte de m'affronter par la parole, le verbe. Je pense même que chacun peut aussi sortir vainqueur d'une semblable posture. Pour cela, mieux vaut apprendre à parler qu'à tirer. Si nous savions parler jusqu'au dans nos banlieues, il y aurait davantage de solidarité et moins de voitures brûlées. Mais 1968 m'a donné raison. Nous avons pris la parole ainsi que la Bastille, écrivit plus tard Maurice Clavel en commentant mes dessins consacrés à la révolte estudiantine. J'ignore si nous avons changé le monde, mais nous l'avons certainement secoué. Chacun a découvert ce que je savais depuis toujours. Avec la parole, tout devient possible. À cette époque, je parlais comme tout le monde. J'étais ciné aussi. Danny Cohn-Bendit eut la gentillesse de me surnommer l'iconographe de la Révolution. Jerry Rubin dans Do It se souvient, nous pouvions changer le cours de l'histoire à un jour, une heure, une seconde, par l'intervention décisive au moment décisif. Notre tactique, c'était l'exagération. Tous nos actes étaient les plus grands ou les plus massifs. Par la crise et la provocation, nous touchions la France entière, entraînant les citoyens à changer leur vie du jour au lendemain. Au théâtre de l'Odéon à Paris, des hommes et des femmes venus de partout montaient sur scène et se racontaient dans tous les accents du monde. Un jour, du fond de la salle, quelqu'un cria « D'où parles-tu, toi ?» Fallait-il un passeport pour s'exprimer? En entendant cette phrase qui s'apparentait au contrôle d'identité et tourna vite au tic des langages à la mode, j'ai compris que la grande fête de la parole touchait à sa fin. La parole n'a pas de lieu précis ni de nationalité. Elle est ou elle n'est pas. Elle porte ou ne porte pas. Au début de l'année 1969, des amis algériens m'ont organisé une rencontre avec Yasser Arafat. C'était après le détournement d'un avion d'El Al sur Alger. L'Occident avait inscrit Yasser Arafat en numéro 1 sur le blacklist des terroristes, comme plus tard Ben Laden. Avant de me rendre en Jordanie, où séjournaient les raïs palestiniens, j'ai pensé qu'il serait juste d'en informer personnellement Golda Meir, alors Premier ministre d'Israël. Depuis notre fameux appel en 1967 pour une paix négociée au Proche-Orient, je l'avais rencontré à plusieurs reprises, comme d'ailleurs Nasser. J'ai appelé Golda Meir dès mon arrivée à Tel Aviv. Elle m'a donné rendez-vous à Jérusalem 1h30 plus tard. Dans son bureau presque vide, elle paraissait taillée dans un roc. Elle se tenait debout derrière une longue table en bois massif sur laquelle se trouvait un paquet de cigarettes, des allumettes, un cendrier. Pas un bout de papier. Golda Meir prétendait qu'un responsable politique qui ne pouvait garder tout en tête devait quitter le pouvoir. Nous parlions en yiddish.
Elle me demanda la raison de ma venue. Je l'informai de mon rendez-vous avec Arafat. À ce nom, elle pâlit, puis frappa la table avec violence. Le paquet de cigarettes sauta par terre. « Tu vas rencontrer un homme qui a du sang d'enfants juifs sur les mains ?» Golda, répondis-je. « Moïse est allé voir Pharaon qui avait, lui, sur ses mains, le sang des dizaines de milliers de nouveaux-nés juifs. »« Mais tu n'es pas Moïse, s'exclama-t-elle. »« Bien sûr, je ne suis pas Moïse. Mais si ma parole peut toucher la conscience d'Arafat, le pousser vers la paix et épargner ainsi des vies d'enfants juifs et palestiniens, cela ne vaut-il pas la peine d'essayer ?» Elle ne répondit pas. Elle me fixait comme un ennemi. « Golda, repris-je, tu es le chef d'un gouvernement et ton devoir est de veiller à la sécurité de ton peuple. Pour cela, ils te font une armée forte. Moi, je ne suis qu'un conteur. J'écris des livres et ma seule arme, ce sont les mots. Ma démarche ne nuit en rien à l'État d'Israël et n'affaiblit pas sa défense. » Ces jours-là, Golda Meir ne m'écoutait plus. J'avais cessé d'exister à ses yeux. Je dus ajouter un ou deux arguments en vain. Je me suis levé et j'ai dit « Shalom » sans qu'elle daigne me répondre. Dehors, mal à l'aise, j'ai hélé un chéroute, un taxi collectif qui me déposa à Tel Aviv. Bouleversé par cette incompréhension, je m'endormis tard. À 6 heures du matin, le téléphone sonne. J'ai aussitôt reconnu sa voix. « Lech, va » m'a-t-elle dit en hébreu. C'est donc avec la bénédiction de Golda Meir que j'ai rencontré pour la première fois Yasser Arafat.